Bonjour à tous, il est politologue, a dirigé jusqu'à l'an dernier le centre de recherche politique de Sciences Po, où il continue d'enseigner. Expert en sociologie électorale, il est un des meilleurs spécialistes du vote d'extrême droite. Son dernier livre, La France au front, décrypte d'ailleurs la stratégie et la montée en puissance du Front National. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Apparemment, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont été surpris par l'ampleur de leur déroute électorale. Le politologue que vous êtes a-t-il été également étonné par ce désaveu massif? Oui, la surprise de l'exécutif est surprenante parce qu'on sait très bien que ces élections, en général, lorsqu'elles se tiennent 2 ans après une élection nationale, obéissent à ce qu'on appelle la logique des midterm elections, des élections intermédiaires, et que dans ces élections intermédiaires, il y a très souvent une sanction parce que le camp de la majorité se mobilise mal. Eh bien, ça a été le cas dimanche dernier. Se mobilise mal au premier tour. Est-ce que ça veut dire qu'au deuxième, vous vous attendez à une mobilisation plus importante? Alors, il y a 2 élections. D'abord, dans de multiples communes, c'est fait. Oui. Les maires ont été élus au premier tour. C'est voilà. Dans 30 000 communes sur 36 000. Tout à fait. Parce que nous avons un tissu de petites communes où très souvent, d'ailleurs, il y a une liste. Où, voilà, la liste du maire sortant, assez souvent. Donc, la réélection est presque automatique. Mais il peut y avoir un correctif. Plusieurs municipales ont montré que du premier au second tour, il peut y avoir un correctif, particulièrement dans les communes où l'enjeu de pouvoir est fort. Et là, dans un nombre de grandes communes urbaines, je pense par exemple à Saint-Étienne, à Strasbourg, à Toulouse, eh bien, il y aura en effet une mobilisation parce que là, les électeurs vont se dire, contrairement au premier tour, il y a un véritable enjeu et au bout de notre bulletin de vote, il y a un maire de gauche ou un maire de droite. Alors, il y a un autre phénomène qui n'a pas dû surprendre, ou en tout cas qui n'aurait pas dû surprendre l'exécutif, c'est évidemment la montée en puissance du Front National, sur laquelle vous avez travaillé depuis des mois, et qui fait l'objet de votre dernier ouvrage, je l'ai dit. Ce phénomène, on sent bien que ça ne correspond pas à un mouvement spontané de colère, et que ça reflète plus un enracinement profond. Est-ce que c'est un phénomène totalement nouveau, de votre point de vue ? Non, ce n'est pas un phénomène totalement nouveau. Il y avait déjà eu dans le passé, dans les années 90, autour de Bruno Maigret, qui était le numéro 2 du Front National, une tentative d'implantation du Front National. Et d'ailleurs, ça s'était traduit au municipal de 95 par Toulon-Orange-Marignane, qui avait été pris par le Front National. Et puis après, ce frontisme municipal s'est délité. Et avec Marine Le Pen, là, on passe à une seconde phase, et à une seconde phase d'enracinement qui sera certainement beaucoup plus importante que celle que le Front National avait connue au milieu des années 90. Et beaucoup plus lourde de conséquences pour la vie politique en général. Bien sûr, parce que derrière les municipales, il y a tout de même les européennes. Et là, tous les sondages d'intention de vote montrent que pour les européennes, le Front National fait la course, et fait la course avec les grands partis. Il est au même niveau que l'UMP, et assez souvent, dans la plupart de ces sondages, sensiblement devant les listes du Parti socialiste. Alors à propos des européennes, justement, il y a une thèse qui commence, semble-t-il, à prospérer au sein de l'UMP, c'est Jean-François Copé qui la défend, thèse selon laquelle la mobilisation en faveur des listes du FN a été tellement forte au municipal que les électeurs ne se mobiliseront pas autant aux européennes et que ça devrait du coup abaisser le vote en faveur du Front National lors de ces échéances de mai. Oui, soyons prudents. Il y a un peu de méthode Coué, mais il y a aussi une réalité. Si vous voulez, aux européennes, il y a énormément d'abstention. Et l'abstention ne cesse de monter d'une élection européenne à l'autre. Et on sait très bien qu'il y a une concurrence entre l'abstention et le Front National. Toute une série d'électeurs, particulièrement les électeurs les plus populaires venant de milieux ouvriers, de milieux employés, qui choisissent de voter pour le Front National. Oui, aux européennes, ils hésitent assez souvent entre l'abstention, parce que le Parlement européen, ce n'est pas leur affaire, et l'éventuel vote FN, particulièrement si la mauvaise humeur est élevée. Or, on devrait être prudent. La mauvaise humeur en France est élevée, et même très élevée. Oui, vous parliez d'une concurrence entre l'abstention et le vote FN. Pour les municipales, on a vu que là, il n'y a pas eu de concurrence. Les deux ont été extrêmement... Parce que les Français, si vous voulez, qui sont les plus en colère, ils hésitent aujourd'hui entre 2 stratégies. La stratégie qui consiste à protester en dehors du système, ça on sort du système, c'est l'abstention, la grève des urnes, et puis la protestation dans le système, le coup de gueule dans le bulletin de vote, ça c'est très souvent le vote Front National.
Alors sur le plan sociologique, vous avez été un des premiers à identifier le basculement au sein de l'électorat du FN et le fait que le FN soit devenu le premier parti ouvrier de France. Que nous apprennent les élections de dimanche dernier de ce point de vue-là? Est-ce que ça nous apprend quelque chose de nouveau sur le profil de l'électeur moyen du Front National? Alors, si vous voulez, les grands fondamentaux du Front National sont là. Le Front National est un parti de la protestation de milieux populaires directement ou indirectement touchés par la crise, de gens qui sont parfois véritablement dans des situations de souffrance. Si vous voulez, quand, en effet, la liste du Front National est élue au premier tour à Hénin-Beaumont, on sait très bien que c'est une cité qui est au cœur d'un département qui est en profonde souffrance sociale et économique. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est en revanche la capacité maintenant du Front National à sortir de ces bastions et à aller perturber le jeu, par exemple, dans des communes qui sont des communes du Grand Ouest. Par exemple, dans certaines communes bretonnes, on s'aperçoit que le Front National va pouvoir se maintenir au second tour puisqu'il a dépassé la barre des 10% des suffrages exprimés. Où traditionnellement, il s'implantait très difficilement. Bien sûr, mais dans d'autres régions, si on voit une poussée très nette, par exemple dans le sud-ouest, là, on voit bien que le Front National est en train de devenir, en termes d'implantation, un vrai Front National, un parti national qui, peu à peu, va déposer dans toutes les terres des différentes régions des relais locaux, des racines locales. Ne pensez-vous pas qu'a posteriori, cet enracinement qui se confirme invalide la stratégie de droitisation de l'UMP? On voit bien que malgré ce discours de plus en plus à droite, le Front National prospère. Voilà. Aucun parti ne gagne à faire de la course-poursuite vis-à-vis d'un autre, parce que comme le disait déjà le père de Marine Le Pen il y a bien longtemps, en général les électeurs préfèrent l'original à la copie. Et on le voit bien, la droitisation qui avait été engagée par Nicolas Sarkozy avec Patrick Buisson n'a pas été couronnée de réussite. En revanche, pour l'UMP et pour l'UDI, le gros travail à venir, puisque tout de même les grands vainqueurs du premier tour, ce sont eux, c'est l'UMP et l'UDI. Et au second tour, normalement, ils devraient emporter de grandes municipalités en dépit de la concurrence du Front National. Mais pour eux, le grand défi, c'est de trouver un leader, de définir clairement une stratégie et de mettre fin à la guerre des égos. Oui, ça sera le travail donc des années à venir, jusqu'à 2017 évidemment. Voilà. Très rapidement, Pascal Perrineau, dans le contexte que nous venons de décrire, François Hollande a-t-il d'autres choix que de remanier dès le début de la semaine prochaine? Je crois que le remaniement est presque inéluctable maintenant. Le président, on le sent bien, voulait depuis des semaines l'éviter, mais la réponse extrêmement à bas bruit donnée à l'issue du premier tour, qui est tout de même une claque pour la majorité socialiste, quelque part a créé l'impression qu'on avait un gouvernement et un pouvoir qui était malentendant. Il faut de manière urgente que le pouvoir, s'il ne veut pas aller de mal en pis, rectifie cette impression d'avoir mal entendu le message des urnes. Et le remaniement, à tort ou à raison, c'est un élément qui permet de répondre aux angoisses, aux inquiétudes qui se sont exprimées dans le premier tour des élections municipales et qui s'exprimeront dans le deuxième tour. Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Merci. À bientôt.